Bonjour les quatrièmes, on continue la suite de ce cours. On a fini donc la révolution de l'industrie, on a vu la révolution industrielle sur le plan économique. On a fini la révolution de la société, maintenant on va partir sur une révolution politique et on va voir d'abord une révolution des idées. Alors pour ce cours, vous aurez besoin de deux fiches différentes. Donc ici j'ai mis l'activité en PDF, donc c'est l'activité 4. Hop là, que vous voyez mieux comme ça, et la fiche des systèmes politiques, voilà, qui est plus claire comme ça, que j'ai mis en PDF et en .odt. Donc pour vous introduire ce cours, ce tableau de Horace Vernet, qui s'appelle Les barricades rue Soufflot en juin 1848 et qui a été peint vers 1848-1849, et qui parle des révolutions de 1848, le printemps des peuples. Alors, ce tableau pour vous montrer qu'une fois de plus, encore une révolution, c'est pas fini, et même des révolutions de 1848, alors on en reparlera de celle-ci, et ça montre que le climat politique n'est toujours pas apaisé au XIXe siècle. La révolution de 1789, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, a été déviée avec Napoléon, et après 1815, ben, on se retrouve de nouveau avec une royauté, et pourtant, c'est pas fini tout ça, on va avoir encore des luttes, des combats, révolutions, des protestations très fortes. Et toutes celles-là sont vues aussi avec de nouvelles idées politiques. Et c'est sur ça qu'on va s'attarder en premier. Donc une révolution politique, quelles idées et protestations apparaissent avec la révolution industrielle? Et donc notre 1, ce sera de nouvelles idées politiques. Donc vous pouvez écrire, mettre sur pause et écrire le titre, et on enchaîne. Alors la première idée qui naît avec le 19e siècle, ou plutôt qui s'accroît avec le 19e siècle, c'est une idée qui s'appelle le capitalisme. Alors, vous avez un schéma ici simplifié du principe du capitalisme, de comment ça fonctionne. Alors la première chose, c'est le capitalisme, le mot vient de capital. Alors le capital, c'est quoi? Eh bien, c'est tout l'argent, ce sont les bâtiments, les machines, les matières premières, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une entreprise. Donc le bâtiment, ça va être évidemment le bâtiment principal, ça va être l'usine, mais ça peut aussi être des entrepôts, etc., etc. Ceux qui investissent dans ce capital, ceux qui donnent de l'argent pour pouvoir avoir tout ça, ce sont évidemment les patrons d'usine, ça va être des banquiers aussi qui vont prêter de l'argent aux patrons d'usine, mais ça va être aussi des actionnaires. Alors les actionnaires, ce sont qui? Ce sont des investisseurs, des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas forcément envie de diriger l'entreprise directement. Et donc ces actionnaires-là, ces investisseurs vont donner de l'argent, ils vont investir dans le capital d'une entreprise, de patron d'usine, et en attendant, bah, qu'est-ce qu'ils espèrent en tirer? Évidemment, c'est les bénéfices, c'est-à-dire une partie de l'argent qui a été gagné. Vous gagnez plus ou moins d'argent, évidemment, en fonction de la somme que vous avez investie. Si vous avez investi un petit peu d'argent dans l'entreprise, bah, vous allez avoir de petits bénéfices. Si vous avez investi une grosse somme d'argent, eh bien vos bénéfices seront de plus en plus grands. Donc ce sont vraiment ça, c'est les bénéfices de l'entreprise sont répartis entre ces trois parties-là, donc les patrons d'usine, les banquiers, les actionnaires. Maintenant, cette entreprise, elle ne fonctionne pas toute seule, les machines ne fonctionnent pas toutes seules, elles ont besoin de travailleurs. Les travailleurs, ce sont les ouvriers qu'on reconnaît ici avec l'habit bleu. Et eux, eh bien, leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas de capital. Ils n'ont pas de capital parce qu'ils n'ont pas d'argent pour investir dedans. Et donc, la seule chose qu'ils peuvent fournir, bah, c'est le travail. Donc, ils vont fournir ça, le travail. Et en contrepartie de ce travail, eh bien, ils vont avoir un salaire. Alors, le capitalisme, c'est le système que vous avez enfin c'est la base en tout cas de ce système que vous avez aujourd'hui. Ça fonctionne toujours comme ça. Vous avez les patrons d'une entreprise, alors là on vous met une usine, mais c'est une entreprise de manière générale, qui vont investir du capital, ils vont demander de l'argent à des banquiers, ils vont demander de l'argent à des investisseurs, et vous avez des personnes qui vont travailler pour eux, et en contrepartie on va leur donner un salaire. Alors, le côté
positif de cette idée, qu'est-ce qui en ressort d'avantageux dans cette idée, c'est que c'est un système qui crée énormément de richesses. Pourquoi ça crée énormément de richesses? Parce que les patrons d'usines, les banquiers, les actionnaires savent que pour gagner de l'argent, il va falloir être le plus productif possible. Donc il va falloir être le meilleur possible. Si on n'est pas le meilleur, on va pas pouvoir vendre. Si on vend pas, on gagne pas de bénéfices. Donc on a tout intérêt à être le plus productif possible. Et c'est ce qui fait qu'on a un système qui est efficace parce que il va générer énormément d'argent, énormément de richesses. Par contre, le côté négatif de ce système, le problème de ce système, ce sont les inégalités de richesse. On a un système qui crée forcément des inégalités de richesse parce que le patron d'usine ne va pas recevoir le même argent que le banquier, qui ne va pas recevoir la même chose que les actionnaires, et évidemment, ceux qui vont toucher le moins, ce sont ceux qui n'ont pas investi dans le capital, ce sont les ouvriers. Et donc, on a un système qui est à la fois créateur d'énormément de richesses, et à la fois un système qui ne répartit pas les richesses de manière égale, qui les répartit de manière inégale. Et ce constat-là va créer beaucoup de remous, va créer beaucoup de protestations. Il va y avoir un sentiment d'injustice au XIXe siècle autour de ce système capitaliste. Alors c'est ce on va résumer ça dans cette trace écrite. Avec la révolution industrielle se met en place un système capitaliste. Les patrons des entreprises investissent du capital et contrôlent les moyens de production, tandis que les ouvriers travaillent. Au XIXe siècle, ce modèle est de plus en plus critiqué à cause des inégalités de richesse qu'il génère. Mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire la trace écrite, et ensuite vous avez vu qu'on a plusieurs mots de lexique là. On a capitaliste, capital, moyen de production et inégalité de richesse. Ouvrier, nous l'avions déjà marqué. Donc écrivez ceci et ensuite on passe au lexique. Donc le lexique, les deux premiers mots de lexique, capitalisme et capital. Donc capitalisme, c'est un système économique où les dirigeants des entreprises possèdent le capital et les moyens de production. Ils en reçoivent des bénéfices. Les ouvriers travaillent et reçoivent un salaire. Le capital, c'est tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une entreprise, argent, matières premières, machines, usines, etc. Mettez sur pause pour pouvoir écrire ce lexique et on passe à la suite. Donc les deux mots de lexique suivants, moyens de production, tout ce qui est utilisé pour fabriquer des biens, donc des machines, des usines, etc. Et les inégalités de richesse, eh bien c'est la différence de richesse entre les individus. Mettez sur pause pour pouvoir écrire ce lexique et on enchaîne. Donc on enchaîne avec cet extrait de texte qui a été écrit par Karl Marx et Friedrich Engels. Alors, Friedrich Engels a participé, mais c'est vraiment Karl Marx qu'on a retenu. L'œuvre s'appelle Le Manifeste du Parti communiste et on est en 1848. Le sujet de ce document, ce sont les idées marxistes, donc en référence à Karl Marx. Donc Karl Marx est un économiste allemand, on va dire économiste, hein, c'est l'un des premiers du genre, et il va justement dénoncer le système capitaliste. C'est vraiment la personne la plus importante dans cette dénonciation de ce système. Alors, on va lire cet extrait. La société se divise en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. À mesure que grandit la bourgeoisie, se développe aussi la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à condition de trouver du travail. Les ouvriers sont les esclaves de la classe bourgeoise, de la machine. Alors la première chose, la première partie, c'est le constat de Marx qu'il y a deux camps qui s'opposent. C'est la bourgeoisie d'un côté, le prolétariat de l'autre. Donc c'est une vision qui est quand même très très dure, hein. C'est deux camps qui sont carrément ennemis, il le dit, hein. Deux camps qui sont ennemis, donc qui sont voués à se détester, à se détruire, à vouloir se détruire. D'un côté la bourgeoisie, donc les patrons, de l'autre les prolétaires, donc on a déjà vu ce mot, je reviens dessus. Donc les prolétaires, ce sont tous ceux qui n'ont rien d'autre que du travail à offrir.
Donc ce sont essentiellement des ouvriers, mais ça peut être aussi des paysans, par exemple, un paysan qui ne possède pas sa terre, hein, évidemment. Donc ce sont vraiment toutes les personnes qui n'ont pas de capital, qui n'ont que du travail à ouvrir. Euh, et il a des mots très forts, Karl Marx, puisqu'il dit que les ouvriers sont les esclaves de la classe bourgeoise, de la machine. Donc pour lui, il y a vraiment un affrontement entre bourgeois d'un côté, ouvriers de l'autre, et cet affrontement, il appelle ça la lutte des classes. La classe ouvrière, la classe prolétaire d'un côté, la classe bourgeoise de l'autre, et ces deux classes sont constamment en lutte. Il y en a un qui cherche à écraser, il y en a une, pardon, qui cherche à écraser l'autre, celle qui veut écraser, qui écrase, ce sont les bourgeois, et celle qui est écrasée, c'est la classe des prolétaires. Alors, on va en lire la suite. Le but immédiat des communistes, le renversement de la domination bourgeoise, la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, le renversement violent de tout l'ordre social. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc là, encore une fois, vous avez des mots très forts avec une idée très forte. Donc Karl Marx, il appelle pas à la demi-mesure, il appelle pas à des modifications du système capitaliste en place. Non, non, il appelle véritablement à un renversement du système capitaliste. On détruit tout et on repart à zéro. Un renversement violent, il appelle clairement à une révolution, à une conquête du pouvoir politique, à une révolution des prolétaires pour renverser les bourgeois. Alors il faut faire très attention à cette vision de l'histoire de Karl Marx. C'est une vision qui est très très orientée politiquement. C'est un peu plus compliqué que ça quand même, hein. Il y a pas, c'est un peu plus compliqué que les bourgeois d'un côté et les prolétaires de l'autre. Surtout que, si vous vous rappelez bien, on a quelque chose qui commence à apparaître au 19e siècle qui s'appelle la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça peut pas se situer ni du côté des bourgeois ni du côté des prolétaires. Donc on a une vision qui est très orientée, mais c'est une vision qui vient du constat et d'un ras-le-bol des inégalités de richesse qui sont produites par le système capitaliste. Alors du coup, il propose un nouveau système. Ce système, il est là. Donc les communistes, ce sont ceux qui croient au communisme. Du coup, vous allez voir, ce sont tous des mots en isme. Alors le communisme, c'est quoi? Ben, concrètement, c'est la volonté d'avoir une égalité de richesse pure et parfaite entre tous. C'est-à-dire qu'on est tous exactement le même salaire. On est tous je dis un chiffre au hasard, on est tous à 1000 euros de salaire. On a tous le même salaire, quoi qu'il arrive. Il n'y a plus de patrons, il n'y a plus de patrons, plus de prolétaires. On est tous au même niveau, on est tous les mêmes. Et donc, pour réaliser cette idée communiste, ben, la première des choses à faire, c'est s'emparer des moyens de production, puisque c'est ce qui crée les inégalités de richesse. C'est le fait qu'il y ait des gens qui possèdent les moyens de production, et le fait qu'ils le possèdent, ça leur donne le droit d'avoir plus. Pour Karl Marx, la première étape, c'est quoi? C'est que l'État s'empare des moyens de production, l'État possède tout ce qui est nécessaire pour produire, et ensuite, c'est l'État qui va redistribuer les richesses. L'État euh, organise tout, planifie tout, et ensuite, elle redistribue toutes les richesses à tout le monde, absolument tout le monde. Donc dans cette nouvelle vision du monde, il n'y a plus ni prolétaires ni bourgeois, il n'y a que des citoyens, des gens, des communistes, qui se partagent donc toutes les richesses d'un pays. On va écrire la trace écrite qui résume ce qu'on vient de dire. Donc Karl Marx, un économiste allemand, pense qu'il y a une lutte des classes entre les ouvriers qu'il nomme prolétaires et les bourgeois. Selon lui, cette lutte existe car les prolétaires qui ne possèdent rien sont oppressés, donc je vous ai mis que ça veut dire dominés, mais le mot oppressé est véritablement un mot-clé qu'il utilise et réutilise. Donc les prolétaires sont oppressés par les bourgeois qui possèdent tout. Il va fonder l'idée d'une société nouvelle, basée sur l'égalité stricte entre tous, le communisme. Donc, mettez sur pause pour pouvoir écrire cette trace écrite, et ensuite on passe au lexique. Vous avez vu qu'on a encore plusieurs mots de lexique à écrire.
Donc on passe au lexique, on a lutte des classes et on a prolétaire. Vous verrez que j'ai mis à chaque fois au début selon Marx, parce que, encore une fois, c'est une vision très orientée politiquement. Je vous la présente parce que c'est l'une des plus grandes idées du 19e siècle, grande dans le sens importante, dans le sens où elle a touché énormément de gens, et qu'énormément de gens y ont cru et ont véritablement voulu appliquer cette idée au 19e siècle. Mais voilà, c'est une vision politique, quand vous parlez de lutte des classes, quand vous parlez de prolétariat, c'est une vision qui est véritablement politique, et donc nous, en tant qu'historiens, on est neutre, on se mouille pas, et donc on laisse les gens penser ce qu'ils veulent, nous on fait qu'analyser, on regarde ça. Donc c'est la lutte des classes, selon Marx, idée selon laquelle les bourgeois et les prolétaires forment deux classes qui s'opposent et s'affrontent. Prolétaires, selon Marx, toutes les personnes qui ne possèdent rien et ne peuvent pas offrir autre chose que leur force de travail pour vivre. On mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir copier le lexique et on enchaîne. Donc le dernier mot de lexique, je suis désolé, je vous fais beaucoup copier pour ce cours. Donc communisme, système économique cherchant l'égalité de richesse pour tous, dans lequel les moyens de production sont détenus par l'État, l'économie est planifiée et les profits sont répartis également entre tous. Mettez sur pause pour copier ce mot de lexique et on enchaîne. Alors à côté du communisme se développe une autre idée, encore un isme, c'est le socialisme. Alors ce sont des idées qui partent du même principe, qui ont beaucoup de points communs, mais qui ont également des différences. Pour le faire de manière très simple, très simplifiée, le socialisme, c'est la version plus modérée du communisme. Le communisme est souvent vu comme une version plus extrême. D'ailleurs, sur l'échiquier politique, on place les communistes à l'extrême gauche et les socialistes à gauche tout court. Donc voilà, vous avez deux visions, une qui est plus extrême, l'autre qui est plus modérée. Alors, quels sont leurs points communs? Donc, ils sont d'accord sur un certain nombre de choses. La première, tous les deux critiquent le capitalisme. C'est vraiment le point commun. On critique le capitalisme et en particulier les inégalités de richesse qui sont générées par le capitalisme. Deuxième point d'accord, tous les deux veulent plus d'égalité de richesse. Donc les deux parties sont d'accord là-dessus. On veut plus d'égalité de richesse. Mais vous allez voir que dans la manière d'y arriver, là, on a des différences. Et enfin, les deux sont d'accord, sur le fait qu'ils veulent un État fort, un État puissant, un État qui contrôle, qui dirige, qui régule. Dans la version communiste, l'État fait pratiquement tout dans l'économie. Dans la version socialiste, il a un gros impact et on va voir la différence. Donc pour le communisme, l'État doit contrôler tous les moyens de production. Ça, c'est vraiment la base. L'État possède toutes les usines, toutes les machines, toutes les matières premières, etc. Et ensuite, comme on a dit plus tard, il redistribue les richesses qui sont créées. Mais c'est vraiment la base pour le communisme. L'État doit contrôler tous les moyens de production. Pour le socialisme, en revanche, l'État ne doit pas aller aussi loin. L'État doit imposer des règles aux patrons. C'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir dans le socialisme des patrons, il peut y avoir des patrons, mais ceux-là, on va leur imposer des règles fortes pour réguler les déséquilibres, ce qui est considéré comme des déséquilibres, les inégalités de richesse, etc. On va imposer, par exemple, un salaire minimum. Ça, c'est une des idées socialistes. Imposer un salaire minimum pour tous. Ça va être imposer aux patrons des règles de sécurité dans l'entreprise, faire en sorte que les patrons fassent attention à la santé de leurs employés, etc., etc. Donc voilà, c'est un État qui va pas tout contrôler, mais qui va réguler, et avec un État fort quand même, hein, qui va imposer des règles, qui va imposer des lois aux patrons. Ensuite, deuxième différence essentielle, dans le communisme, tout le monde doit être parfaitement égaux en richesse. On doit tous avoir la même richesse. Ça se traduit par le fait qu'on ait le même logement, on a la même quantité de nourriture, on a le même salaire, etc. etc. Alors évidemment, même logement, attention, hein, ne soyons pas... Faut pas voir ça de manière simple. Si vous avez
4 enfants, vous n'allez pas avoir exactement le même logement que quelqu'un qui en a 2. Mais si vous avez 4 enfants, bah, vous allez avoir le même logement que toutes les autres personnes qui ont 4 enfants. Donc voilà, ça va être ce genre de choses-là. On doit être parfaitement égaux en richesse, et c'est l'État qui doit s'occuper de ça. Pour les socialistes, on accepte qu'il y ait des inégalités de richesse, mais par contre, l'État doit les réduire, et il doit les réduire au maximum. Comment est-ce qu'on réduit ça? De nouveau, par des lois, par un ensemble de mesures, de régulations qui fait que les ouvriers vont avoir plus d'argent à la fin du mois et il va y avoir moins d'inégalités de richesse. Ça passe aussi par l'impôt, c'est-à-dire que pour réduire les inégalités de richesse, on va faire des impôts qui vont toucher les bourgeois, et ils vont les toucher beaucoup plus fort, évidemment, que les ouvriers. Donc on va avoir un système d'impôts qui va être ajusté au niveau de richesse des gens, et qui va pressuriser beaucoup plus fort les plus riches. C'est une question de société encore aujourd'hui, la question de l'impôt, c'est une question qui crispe énormément, et qui est une question de principe pour beaucoup. Alors vous avez deux visions. La première vision, qui serait plus classée à gauche, c'est de dire que quelqu'un qui est bourgeois, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on va pas pleurer parce que il a 1 million d'euros et qu'on lui en prend 100 000. Même si 100 000 euros c'est énorme, il aura quand même 900 000 euros à la fin. Donc on va pas pleurer pour lui. Mais d'un autre côté, vous avez une autre vision qui va vous dire, bah oui, mais c'est quand même, ça reste quand même injuste qu'on vous prenne autant. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que c'est pas à vous de décider que j'ai beaucoup d'argent ou que j'en ai pas beaucoup. C'est une question de principe. On ne doit pas me prendre une somme qui soit colossale, qui soit trop grande. Donc voilà, ça c'est des questions qui sont encore, qui existent encore aujourd'hui et qui créent beaucoup de débats. Le socialisme et le communisme sont deux idées encore fortes en France, qui existent toujours et qui sont toujours très actives, et les débats autour de tout ça sont très actifs. Alors maintenant, on va passer à l'activité 4, d'écrire une affiche politique. Donc vous collez directement à la suite, il me semble que je vous l'avais donné pour la majorité d'entre vous en classe. Si vous ne l'avez pas, donc faut la télécharger. Si vous pouvez l'imprimer, imprimez-la, tant mieux. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas grave. Vous marquez activité 4, comme on l'avait dit. Vous écrivez les numéros des questions et vous répondez comme si vous aviez imprimé l'activité. Vous pouvez plier cette activité, même si honnêtement je pense pas que vous allez gagner grand chose, et vous répondez aux questions directement sur votre cahier. Alors l'activité 4, c'est une activité de description d'image, comme nous avions déjà fait avec l'activité 2. Donc vous allez devoir décrire cette image. Les questions sont exactement les mêmes que dans l'activité 2, comme je vous avais dit, on continue de travailler dessus. Je rappelle pour cette description d'image d'aller dans le détail. Donnez-moi des détails. Ne me dites pas juste il y a des ouvriers en bas. Dites-moi comment est-ce qu'ils sont, quels sont leurs habits, est-ce qu'il y a des vieux, des jeunes, est-ce qu'ils ont l'air de s'amuser là ou est-ce qu'il y a autre chose. Donnez-moi des détails. Donnez-moi des détails sur les personnages que vous avez en haut, sur celui-là. Qu'est-ce que ça pourrait bien représenter, ce personnage-là à gauche? Qu'est-ce que ça pourrait bien représenter derrière ce bâtiment? Voilà, donnez des détails, allez-y le plus en détail possible. Donc l'activité la voici, ce sont un ensemble de questions. Faites les questions chez vous tranquillement, et une fois que vous avez fini, donc mettez sur pause, et une fois que vous avez fini, remettez en lecture cette vidéo et on corrige. Donc, première question, identifie le document en donnant la nature, l'auteur, la date et le sujet du document. Donc pour la nature, vous avez vu que c'est une caricature en une d'un journal. L'auteur, c'est Der Wahre Jacob, c'est un journal. La date, c'est le 21 février 1905. Et le sujet, c'est une critique du capitalisme. Question 2. Décris ce que tu vois sur les deux premiers plans du document. Donc comme pour l'autre activité de description, je rappelle, je vous enverrai la correction en écrit pour que vous ayez tous les détails. Là, on fait ça un peu plus à la volée, à l'oral. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur les deux premiers plans? Déjà, il faut qu'on se mette d'accord. Premier plan, ici. Deuxième plan, ici. Donc, premier plan, on voit des ouvriers. On reconnaît que ce sont des ouvriers par les habits
bleu. On voit qu'on a des jeunes, mais aussi une personne plus âgée. Ici, on le voit parce qu'elle a une longue barbe blanche, des cheveux blancs. On la voit plus précisément ici. On en voit une autre personne là qui a l'air aussi plus âgée. Alors ça, c'est un message, hein, ça signifie que on va travailler jusqu'à la mort. On va travailler, on n'a pas de temps de repos, même quand vous êtes vieux, vous travaillez. D'ailleurs, la mort, elle est présente ici également au deuxième plan, c'est ce squelette qui représente la mort, et ce squelette qui représente la mort, il tient un fouet, un martinet, et il est en train de frapper sur les ouvriers. La mort, on la retrouve aussi par là. On voit des ouvriers qui sont sur le sol, qui sont, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'ils sont, mais on pense qu'ils sont en train de mourir, ou en tout cas ils sont en train vraiment de souffrir. Ces ouvriers donc ont leur bleu de travail, ils sont en train de tirer avec une corde un carrosse. Donc là c'est au deuxième plan. Ce carrosse est en or. Il y a une tête ici au milieu de ce carrosse. Ça pourrait représenter Méduse. Donc Méduse, c'est un monstre de la mythologie grecque qui transforme tous ceux qui le regardent en pierre. Et là, quel est le but de ce monstre, si c'est bien ça? C'est de montrer que les gens qui sont à l'intérieur de ce carrosse sont bel et bien monstrueux. Ce sont des monstres. Vous avez ces deux personnes-là, ce sont des capitalistes, des bourgeois. Ils sont représentés toujours dans les caricatures de la même façon. Le chapeau haute forme, les habits noirs typiques du 19e siècle, et surtout on les représente gras, bien gros, pour montrer que ils ont plein d'argent, ils ont plein de sous, ils mangent bien, ils profitent bien de la vie, eux. Alors que eux, au contraire, vous voyez ils sont plutôt maigrelet en comparaison. Sur le carrosse, vous voyez ici des sacs qui sont des sacs d'argent, donc un rappel une fois de plus à la richesse. Il y a ceux qui sont riches, qui s'empiffrent, qui sont tranquillement dans leur carrosse, et il y a ceux qui sont en train de tirer le carrosse et qui n'ont rien à part des coups de fouet de la mort. Vous voyez que d'ailleurs la scène est volontairement terrifiante, on veut créer une scène d'angoisse. Déjà la mort, ce squelette mortuaire, et en plus le cheval, donc que chevauche la mort, même lui, il a l'air paniqué par celui qui est au-dessus. Donc voilà, c'est tout ça qu'on voit au premier, au deuxième plan. Des ouvriers qui souffrent, des capitalistes qui sont tranquilles, qui se font tirer par leur carrosse. Posez-vous la question, est-ce que on a vraiment besoin d'humains? Est-ce que ça c'est une véritable image ou pas? Non, vous ne verrez pas ça dans la vraie vie. Vous verrez pas les capitalistes se faire tirer là par une corde par les ouvriers. Les ouvriers n'accepteraient pas une chose pareille d'ailleurs. C'est une image de critique, c'est une image qui dénonce, et ça dénonce les inégalités de richesse en particulier. Pour la question 3, qu'est-ce qui fait la séparation entre le premier et le deuxième plan? Donc ce qui fait la séparation entre le premier et le deuxième plan, c'est ici le carrosse sur la droite et le cheval sur la gauche. Question 4, décris ce que tu vois au troisième plan. Donc au troisième plan, on voit une usine. On voit que derrière cette usine est noire. On voit que on a énormément de fenêtres. Ces fenêtres sont orange, rougeâtres. Ça représente très certainement le feu des fourneaux, des grands fours qui fonctionnent dans les usines, comme on a déjà vu. On voit donc ici les cheminées, la fumée, etc. Une grosse ligne électrique, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, donc on peut imaginer que c'est un bâtiment qui fabrique de l'électricité, tiens pourquoi pas, une centrale électrique. Et on voit même que le ciel est jaunâtre. Alors il est jaunâtre pour renforcer cette ambiance-là d'angoisse. Honnêtement, hein, si vous voyez un ciel comme ça un jour, cachez-vous, partez en courant parce qu'il y a un problème, hein. Donc vous avez cette situation d'angoisse, là, cette sensation d'angoisse qui est créée avec ce troisième plan, l'usine noire, les feux rouges, et vous avez la porte aussi, la porte qui fait beaucoup dans cette situation d'angoisse. Je vous avais dit, il y a quelque chose qui est qu'on voit très souvent au 19e siècle, une image qui est créée très souvent avec le 19e siècle, c'est cette image de porte de l'enfer. Alors là, vous l'avez parfaitement. La grille au-dessus, pointue, là, comme si elle allait se refermer d'un coup sec sur ceux qui rentrent.
la mort derrière, donc là vraiment le côté infernal, les feux de l'enfer. Voilà, vous avez vraiment tout ça, l'usine pour l'enfer, l'ambiance angoissante. Bref, on a encore une fois une dénonciation, une critique de l'usine et du capitalisme. Question 5. Quelle partie du document est mise en avant? Alors la partie qui est clairement mise en avant, c'est ce deuxième plan. C'est le chemin entre le deuxième et le troisième plan, avec l'usine, le côté rougeâtre là qui ressort, et la mort, les capitalistes, devant le côté or, les sacs d'argent, etc. Donc c'est plutôt ce deuxième, troisième plan là qu'on voit bien ressortir, plutôt que les ouvriers qu'on voit plutôt après. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs vivaces, et parce que aussi on a un jeu de clair-obscur, c'est-à-dire que là, l'obscur c'est le noir de l'usine, le clair, le très vivace c'est le rougeâtre, l'orangé de l'usine, donc on fait en sorte que ces couleurs ressortent, le jaune aussi qui est très vif, le blanc qui ressort bien du coup derrière le noir. Donc voilà, vous avez tout un jeu de couleurs là-dessus. Donc la partie du document qui est vraiment mise en avant, c'est le deuxième plan avec le carrosse, la mort, l'usine. Donc question 6, quel message veut faire passer le document? Le message que veut faire passer le document, clairement, c'est que on a des gens qui exploitent d'autres. Ces gens-là, ce sont les bourgeois, ce sont les capitalistes, et on a ceux qui sont exploités. Donc le message que veut faire passer cette affiche, c'est qu'il y a des inégalités de richesse entre les ouvriers et les bourgeois, et également que les capitalistes oppressent, dominent les ouvriers. Enfin, question bonus, y a-t-il un jeu avec les couleurs ou dans la manière dont les plans sont superposés, c'est-à-dire mis les uns sur les autres? Alors il y a un double jeu, il y a un jeu de couleurs comme on a parlé avec ce côté clair-obscur, là on obscurcit et on met en plus clair pour faire ressortir le deuxième plan. Et vous avez un jeu également sur la superposition, effectivement, où vous avez les ouvriers en bas de l'affiche et les capitalistes en haut de l'affiche. Et donc ça, c'est vraiment un jeu là-dessus, dans la construction de l'image. On rappelle qui est en dessous et qui est au-dessus. Ceux qui sont au-dessus, ce sont les capitalistes, ceux qui sont en dessous, ce sont les ouvriers. Et donc on a un jeu comme ça, avec la superposition, qui accentue cet effet de domination, d'oppression, d'écrasement des capitalistes sur les ouvriers. Donc après cette activité, on revient sur une dernière idée, un dernier isme là, qui arrive au 19e siècle, c'est le libéralisme. Alors ici, on est sur l'extrait d'une œuvre de Frédéric Bastiat qui s'appelle L'État. C'est un texte, on est en 1848 et nous sommes face à la conception libérale de l'État, donc la conception qu'en ont les libéraux de l'État. Au fait, l'État n'est pas manchot et ne peut l'être. Il a deux mains, l'une pour recevoir et l'une pour donner. Autrement dit, la main rude et la main douce. L'activité de la seconde est nécessairement soumise à l'activité de la première. Alors qu'est-ce que ça signifie ce passage? Ça signifie que l'État, il ne peut pas donner de l'argent sans en recevoir. Autrement dit, il doit d'abord prendre pour pouvoir redonner. C'est l'analogie des deux mains là. La main rude, c'est celle qui prend, et la main douce, c'est celle qui donne. C'est une critique directe du socialisme et du communisme. Dans le communisme, la main rude, c'est celle qui prend tout, qui prend tous les moyens de production, qui prend les impôts, etc. Dans le socialisme, c'est les impôts. Et la main douce, c'est celle qui va redistribuer l'argent. Donc là, Frédéric Bastiat, il critique ça en disant, attention, il n'y a pas que la main douce. On oublie souvent la main rude. Diminuer les inégalités de richesse, refaire un monde complètement égalitaire, etc. Ça veut dire que la main rude, elle va fonctionner aussi, pas que la main douce. Donc on continue. À la rigueur, l'État peut prendre et ne pas rendre. Cela s'est vu et s'explique par la nature poreuse et absorbante de ses mains, qui retiennent toujours une partie et quelquefois la totalité de ce qu'elles touchent. Donc là, ce qu'il nous explique Frédéric Bastiat, c'est que ce que va prendre la main rude, eh bien l'État va en garder une partie pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle va en garder une partie pour elle? Parce que les gens qui vont collecter les impôts, faut les payer.
Les fonctionnaires, ceux qui vont travailler pour l'État, il faut les payer. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Ces gens-là qui coûtent de l'argent, eh ben, ça veut dire que vous allez devoir prendre un peu plus. Si vous voulez redistribuer 1000 euros, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir prendre 1000 euros, puisque sinon il y en a qui se perdent au passage. Vous allez devoir donc prendre plus. Et donc, pour Bastia, on a un système qui est inégal, qui est injuste, parce que on va prendre finalement beaucoup plus que ce qu'on va redonner. C'est ça le problème du socialisme et du communisme selon les libéraux. Mais ce qui ne s'est jamais vu, ce qui ne se verra jamais, et ne se peut même concevoir, c'est que l'État rende au public plus qu'il ne lui a pris. Donc là, encore une fois, on est sur une critique de l'État, une critique du rôle de l'État fort. L'État ne peut pas rendre au public plus qu'il n'a pris. Autrement dit, si l'État a pris 1000 euros, il ne vous donnera pas 1500 euros. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc là, la critique de l'État par Bastia, elle est là-dessus. On prend beaucoup et l'État se nourrit au passage. Donc on a un système qui est injuste parce qu'il prend trop. On va écrire la dernière trace écrite. À côté du capitalisme et du communisme se développent le socialisme et le libéralisme. Toutes ces nouvelles idées se côtoient et s'affrontent durant le 19e siècle et encore aujourd'hui. Donc mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire la trace écrite et ensuite on passe au lexique qui nous manque, socialisme et libéralisme. Donc socialisme, libéralisme, idée selon laquelle l'État doit chercher à diminuer au maximum les inégalités de richesse, donc ça c'est socialisme, et libéralisme, idée selon laquelle l'État doit intervenir le moins possible et laisser le plus de liberté possible aux individus. Donc c'est tout pour ce cours d'histoire qui est un peu plus long que d'habitude, j'en ai conscience, mais voilà, c'est des idées importantes, c'est des idées clés que vous allez retrouver ensuite en troisième et dans les années suivantes et même dans votre vie de manière générale. Ce sont des mots qui sont souvent utilisés et qui vous aident à comprendre le monde. Donc pour finir ce cours, si je vous l'ai bien donné, vous la collez. Si vous ne l'avez pas, il va falloir l'imprimer, sauf si, encore une fois, vous ne pouvez pas. Dans ce cas, il faudra me la demander, il faudra le noter et me la demander à la rentrée. Donc c'est une fiche sur les différents systèmes politiques. Vous avez les différents systèmes ici, capitalisme, libéralisme, socialisme, communisme, dont on a parlé. On a les buts des différents systèmes. Il faut bien se mettre en tête là que les quatre cherchent la même chose, c'est avoir la meilleure vie possible. Et les quatre sont persuadés que c'est leur façon qui va fonctionner. Donc c'est pas, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, hein, ce sont vraiment quatre idées qui cherchent à arriver au meilleur système possible. Donc le but du système pour le capitalisme, c'est la richesse individuelle, pour le libéralisme, la liberté des individus, pour le socialisme, réduire les inégalités de richesse, et pour le communisme, l'égalité de richesse pour tous. Et vous avez ici des étiquettes avec des moyens pour y parvenir. Alors ce que je vais vous demander en devoir à faire, que je vous enverrai évidemment la correction ensuite, c'est de colorier les étiquettes dans la couleur, dans la bonne couleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Capitalisme, vous allez le colorier en bleu. Libéralisme en orange. Socialisme en rose. Communisme en rouge. Prenez bien ces couleurs-là parce que ce sont toujours d'ailleurs les couleurs des différents mouvements. Ensuite, dans ces étiquettes, il y a des choses qui correspondent au capitalisme et au libéralisme dans ce tableau-là, ou à l'un des deux. Donc, le laisser-faire de l'État sur l'économie, est-ce que ça correspond au libéralisme? Est-ce que ça correspond au capitalisme? Ou est-ce que ça correspond aux deux? Donc ce que je vous demande tout simplement, c'est de colorier les cases de la bonne couleur. Donc si vous pensez que ça appartient au capitalisme, vous coloriez en bleu. Si vous pensez que ça appartient au libéralisme, vous coloriez en orange. Si vous pensez que ça appartient aux deux, vous coupez en deux là votre case, vous coloriez d'un côté en bleu, d'un côté en orange. C'est pareil pour le socialisme et le communisme. Donc essayez de faire ça. Je vous enverrai la correction sur éclat et vous en aurez fini avec les idées politiques.